Hello, everyone. Bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au sommet virtuel sur les réseaux communautaires en Afrique. Il s'agit de la deuxième session intitulée « Stratégie et outils pour le suivi des réseaux communautaires ». Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle James Gondway et je suis directeur exécutif du Centre pour la jeunesse et le développement au Malawi, qui se concentre sur le développement communautaire et en particulier la facilitation d'un changement positif et durable pour les enfants, les jeunes et les femmes au Malawi. Aujourd'hui, l'objectif d'ensemble est de comprendre les stratégies et les outils pour le suivi des réseaux communautaires. Nous espérons que d'ici la fin de la séance, nous allons pouvoir répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le suivi du réseau? Que faut-il surveiller et pourquoi? Nous envisagerons également les stratégies pour le suivi des réseaux et puis nous envisagerons les outils professionnels et open source pour le suivi des réseaux. Donc, en ce qui concerne l'ordre du jour, nous allons passer en revue d'abord le règlement de nos sessions et puis nous introduirons ensuite le suivi des réseaux. Après cela, il y aura une discussion de panel pour partager des expériences sur la mise en œuvre des outils de suivi. Donc, nous avons un certain nombre de panélistes qui sont Kevin Chege, Brian Longway, Benson Olobo, Doug de Bosco Uganda et Stephen Fosu. Et puis, donc, il y a 3 panélistes et 2 intervenants supplémentaires pour la discussion qui suivra. Voici les règles, le règlement de la session. Cette session est enregistrée. L'enregistrement sera mis à disposition après. C'est également en streaming, live, sur les médias sociaux, Facebook, Twitch et Periscope. Nous vous demandons de participer de façon respectueuse et responsable. Si vous posez des questions ou intervenez, faites-le brièvement, directement et simplement. Formatez vos questions, précédez votre question de votre prénom et de votre pays d'origine. Et puis, familiarisez-vous avec le code de conduite de la DISOC, dont l'adresse se trouve indiquée ici, si vous le souhaitez. En ce qui concerne l'engagement, vous pouvez intervenir pendant toute la séance en postant sur les médias sociaux, hashtag Community Networks ou hashtag Switchtone. Il y a l'interprétation qui est disponible en live, en anglais et en français, et puis des sous-titres en anglais également. Il vous suffit, pour avoir l'interprétation, de cliquer sur la langue correspondante en bas de votre écran. Et comme je l'ai dit, il y a des sous-titres en anglais. En ce qui concerne la chatroom, utilisez-la pour converser, vous entretenir avec d'autres participants. Levez la main si vous souhaitez intervenir et si vous ne parlez plus, eh bien, cliquez off à nouveau pour désactiver.
poser vos questions, en revanche, dans la salle Q&A. Bien, je voudrais désormais inviter Kevin Chege à introduire cette question du suivi des réseaux communautaires. Il travaille auprès de l'ISOC, qu'il a rejoint en 2012 en tant que manager du développement en Afrique, mais actuellement, il est directeur du développement Internet. Il a plus de 30 ans d'expérience, plus de 17 ans d'expérience. Il a démarré à Kenet, au Kenya Education Network Trust, où il a été un manager de réseau, responsable de la conception du réseau IP, de la formation des opérations de réseau et des services de réseau, y compris DNS, email, hébergement sur les plateformes libres. Il est engagé dans divers projets à l'ISOC liés au développement des capacités techniques, aux communautés de pratique, aux mesures de l'Internet et aux normes Internet libres. Merci, bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint cette session. Je m'appelle Kevin et je vais vous parler du suivi des réseaux communautaires. Notamment, j'évoquerai ce que c'est, qui contrôle un réseau, qu'est-ce qu'il faut contrôler dans un réseau et les autres questions qui se sont affichées. Alors, qu'est-ce que ça signifie le contrôle le suivi de réseau? Il s'agit de contrôler les dispositifs et les services dans un réseau sur une période de temps, pendant une période de temps soutenue. Ça permet d'identifier des questions qui se posent et les zones d'amélioration potentielles. Et c'est généralement fait par le biais d'outils qui permettent d'examiner la fiabilité et l'efficacité des systèmes. Le suivi continu d'un réseau peut aider à identifier des questions potentielles qui se posent, si les services sont accessibles, si les fournisseurs apportent ce pour quoi vous avez payé, et si vous pouvez fournir à vos clients, et également d'identifier des activités anormales. Par exemple, s'il y a des attaques, si votre réseau subit des attaques. Cela permet également de tracer la croissance du réseau sur une période donnée et de remédier aux problèmes et d'améliorer la performance du réseau. Vous voyez le schéma à droite avec la répartition du trafic dans un réseau. Et vous voyez donc les deux en rouge et en orange services qui représentent 29% de l'activité du trafic. Le suivi peut donc permettre de rééquilibrer entre les différents usages, les différents services dans le réseau. Pour suivre un réseau, il faut un inventaire de tous les dispositifs du réseau et des services fournis, routeurs, points d'accès, serveurs et des services fournis. Il faut également connaître la topologie du réseau, quels dispositifs sont connectés les uns aux autres, est-ce qu'il y a une chaîne de dispositifs pour pouvoir configurer de façon correcte le suivi. Il faut également un serveur de suivi, c'est-à-dire un serveur
consacré au suivi du réseau. Sans matériel spécifique, il est possible d'utiliser des dispositifs satellites selon les outils utilisés. À moins que le réseau soit très important et connu une croissance considérable. Alors, il faut savoir pour la disponibilité si les dispositifs clés sont disponibles en ligne. Pour la fiabilité, est-ce que les services et réseaux sont fiables? Et s'il y a des interruptions constantes, cela risque d'aboutir à une mauvaise expérience pour les utilisateurs. Et donc, des problèmes dans votre réseau. En ce qui concerne la performance, est-ce que les réseaux approvisionnés et les rapidités sont réalisables ou bien est-ce qu'il y a des obstacles à cette vitesse et aux vitesses recherchées au fil du temps? Est-ce que les réseaux approvisionnés sont utilisés de façon appropriée? Par exemple, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui utilisent mal le réseau, ce qui peut conduire à des problèmes d'usage? Il y a plusieurs options en ce qui concerne les outils qui sont disponibles. Certains sont accessibles en ligne et certains sont plus adaptés au suivi de certains services. Ici, j'ai identifié quelques critères pour la sélection. Si vous avez un problème, si vous installez un outil de suivi, il faut pouvoir obtenir des réponses en ce qui concerne les problèmes qui se présentent, des réponses précises. Certes, il faut donc qu'il soit largement utilisé, bien documenté, qu'il soit abordable. Certains sont onéreux, mais on n'a pas forcément besoin d'un outil onéreux. Est-ce qu'il y a une interface d'utilisation web, GUI? Ils sont généralement, ces systèmes-là sont aisément utilisables. Est-ce qu'il y a une fonction d'alerte? Est-ce que vous pouvez être prévenu? Est-ce que l'outil est compatible avec votre infrastructure existante? Et il faut un autre critère à prendre en compte, c'est la fréquence des mises à jour. Pour garantir la sauvegarde, la sécurité des systèmes. Lorsque vous déployez votre outil, il faut savoir comment se présente le réseau, ce qui constitue un comportement normal, habituel sur votre réseau. On peut par exemple définir des seuils de performance acceptables et des seuils
à partir desquels les alertes, les alarmes doivent être déclenchées. Il faut également pouvoir stocker les données de suivi afin d'observer les tendances sur des mois, des années et pouvoir, par conséquent, planifier la capacité pour pouvoir se demander si il est temps d'augmenter le nombre de dispositifs d'accès. Par exemple, si un client utilise beaucoup de bandes passantes, eh bien, et que l'on le constate, il est peut-être temps de l'augmenter. Alors, quels sont les outils de suivi communément utilisés? Je vais vous donner une vue d'ensemble. Les outils Nagios ont du succès, qui peuvent contrôler vos services. Par exemple, si vous fournissez des services DNS, vous pouvez vérifier rapidement toutes les données par téléphone et les services de suivi. Si vous avez un serveur d'email et que si vous souhaitez contrôler tous les services que vous mettez à disposition, eh bien, c'est un bon outil pour ça. Il y a également Cacti, qui est très, très bien pour le trafic, qui vous sort ce type de graphique et qui permet d'identifier les tendances s'il y a sous-utilisation, par exemple. Si la ligne est stable, eh bien, cela veut dire que le système fonctionne à capacité maximale. Alors, vous pouvez bien sûr sélectionner des mesures différentes, mais vous pouvez utiliser cet outil pour constater que si l'usage est à un certain niveau, eh bien, il est temps de modifier la capacité. Il y a également SmokePing qui contrôle la latence et les pertes pour les vidéos en temps réel, par exemple. Ou trafic live. SmokePing est excellent pour ce type de diffusion. Il y a un autre outil qui est NTOPNG pour tracer l'usage, s'il y a de mauvaises utilisations, par exemple, si certains utilisateurs consomment prennent une part trop grande du trafic, parce que ça montre le trafic sur réseau en temps réel et les hébergeurs, les actifs. Il y a également un outil plus ancien, BucketBee, que vous pouvez aller vérifier. Si vous avez un appel d'un groupe d'utilisateurs, par exemple, pour lesquels le trafic est ralenti, eh bien, vous pouvez utiliser cet outil-là. Donc, il y a d'autres outils que vous pouvez envisager, dont la liste se trouve ici. Ça n'est pas exhaustif, bien sûr. NetFlow est un système de suivi de contrôle plus avancé sur le trafic entrant et sortant pour savoir quels protocoles sont utilisés.
qui vous donne la répartition du trafic sur le réseau. Est-ce que les gens téléchargent, est-ce qu'ils naviguent, etc. En ce qui concerne les ressources et références qui peuvent être consultées, vous pouvez vérifier les ressources d'AFNOG qui contiennent des matériels intéressants sur ces outils et sur le suivi et à l'adresse indiquée, vous pouvez les trouver. Et puis, il y a un certain nombre de sites Internet consacrés aux différents outils que j'ai mentionnés. Pour en savoir davantage sur ces outils, vous pouvez également contacter votre ONG, votre NOG local. Qui, sans aucun doute, utilise déjà les outils, les dispositifs d'AFNOG, mais peut-être d'autres également. ISOC travaille actuellement sur NetOps 2. Vous avez peut-être déjà NetOps 1.0 et dans NetOps 2.0, il y a un module spécifique consacré au suivi, au contrôle. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie de votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions par la suite. Merci, Kevin. C'est une excellente introduction. Vous nous avez apporté beaucoup d'informations. Vous pourrez avoir accès à la présentation après la session lorsque elle sera postée. Nous avons environ 5 minutes pour prendre des questions adressées à Kevin. Il y a déjà une question qui figure dans le chat. Kevin, il y a une question. C'est un commentaire. Quelqu'un évoque la question de la bande passante. Quelqu'un demande à comprendre la question, le concept de la bande passante. Pouvez-vous expliquer? Je pense que la question, c'est de savoir si l'outil peut apporter des informations de trafic détaillées. La bande passante est utilisée en général pour décrire la vitesse de transfert des données. Si vous avez un lien avec un fournisseur, vous avez par exemple une vitesse de 10 mégabits par seconde. Donc ça, c'est la vitesse maximale de votre réseau à cet autre réseau. Voilà ce qu'est donc la bande passante.
L'outil peut vous montrer les dispositifs, les machines sur vos réseaux et quel trafic est effectué. Par exemple, s'il y a une bande passante de 10, comme je l'ai dit, cela peut vous montrer qui est l'utilisateur IP, le principal utilisateur IP. Cacti, le système Cacti va vous donner une vue d'ensemble, mais vous ne pourrez pas savoir exactement quel utilisateur se sert de tel service avec quelle adresse IP. Voilà pour ce qui est de cette question, je crois, si j'ai bien compris. Il y a également une question d'Alphonse. Au fur et à mesure que les réseaux émergent utilisent un certain nombre de ces systèmes, comment faciliter, comment rendre plus facile l'utilisation de le suivi, le contrôle des réseaux communautaires? Merci, James. Merci de ces questions. Alphonse, pour les réseaux communautaires, si vous souhaitez j'ai parlé SNNB, il faut vérifier si le matériel que vous utilisez peut soutenir SNNP. Et de cette façon, vous pourrez faire le suivi avec tous les outils que j'ai mentionnés. Il faut pouvoir être flexible, être souple et donc SNNP, c'est un excellent protocole qui permet d'avoir cette souplesse et donc de s'adapter aux différents outils. Je crois que si vous avez épuisé tous les outils gratuits disponibles, vous les avez essayés, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous procurer un outil commercial. Mais je dois dire que nous arrivons à suivre, à contrôler avec des outils libres, gratuits, en open source depuis un certain nombre d'années et sur toutes sortes de configurations de trafic. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'envisager, d'examiner tous ceux qui sont disponibles et qui sont gratuits parce qu'il y a de fortes chances pour que vous puissiez accéder à un outil qui va fonctionner pour vous. Si vraiment vous avez épuisé toutes ces opportunités, à ce moment-là, allez vers un outil commercial. Donc, oui, vous pouvez peut-être poser votre question directement. Merci, James. Kevin, merci de cette excellente présentation. Que recommanderiez-vous comme le meilleur outil de suivi pour un réseau communautaire qui démarre? Quel serait le meilleur outil de suivi pour un réseau communautaire nouveau qui démarre?
Je dirais peut-être de commencer par examiner Nagios et Cacti parce que ça suit la disponibilité Nagios, en tout cas pour voir si toutes les infrastructures sont accessibles et ça sur une aire géographique large. Et Nagios peut vous permettre de contrôler tous les dispositifs sur une aire géographique large. Et puis Cacti qui contrôle la bande passante. Donc, si vous avez, vous vendez beaucoup de trafic à vos utilisateurs, eh bien, Nagios peut contrôler ça. SmokePing peut également, qui peut vous permettre de contrôler la latence. Ce sont des outils qui sont légers, qui ne sont pas lourds. Vous pouvez combiner toutes les fonctions de ces trois outils dans un seul paquet de fonctions. Si vous avez des contraintes au niveau des personnels que vous pouvez déployer pour le suivi, ces outils, comme je l'ai dit, sont très aisément utilisables et légers. Bien entendu, si vous avez davantage de ressources, alors il y a d'autres outils qui sont plus lourds, qui ont davantage de fonctions, mais qui demandent plus de manipulation. Merci. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses. J'ai repéré une autre question dans le chat, mais ce que je vous propose de faire, c'est de la mettre de côté pour que nous puissions donner la parole à nos autres orateurs qui ont aussi des choses intéressantes à partager sur leur expérience du suivi de réseaux communautaires. Donc, ne vous inquiétez pas, les questions seront traitées, mais hors de cette réunion. Il y aura un suivi assuré pour les questions que nous n'avons pas le temps de couvrir pendant la session questions-réponses. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons 3 invités. Nous avons aussi Benson Olobo de Bosco et nous avons Brian Longway qui est PDG et cofondateur de CTN. Et nous avons également Steven Fosso qui est ingénieur en télécommunication et qui est ingénieur responsable dans un hôpital presbytérien à Dongkor-Krom, au Malawi. Pardon, au Ghana. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à Benson Olobo, ingénieur pour Bosco. Benson aime les défis et est passionné par l'assistance aux autres. Il a une formation d'ingénieur. Il a beaucoup d'expérience dans la gestion de systèmes informatiques et de réseaux et dans la mise en place d'ateliers de formation et de développement, de construction d'infrastructures et de programmes. Il a beaucoup d'expérience également dans l'engagement avec les réseaux communautaires et dans la conception de systèmes alimentés par batterie ou par réseau solaire, par panneaux solaires. Donc, Benson va partager avec nous son expérience de l'utilisation de ces outils qui vous ont été présentés. Benson, la parole est à vous. Merci beaucoup, James. Et merci à Kevin pour cette excellente présentation. Vous avez vraiment présenté les principaux outils que nous utilisons ici à Bosco. Donc, parlons de ces outils, ce que nous utilisons pour contrôler notre réseau. Alors, nous utilisons Cacti. Vous avez déjà expliqué les fonctionnalités en grand détail. À Bosco, Cacti est un outil qui nous permet de suivre
l'utilisation, l'interface est simple et c'est ce qu'on consulte en début de journée ou en fin de journée, juste pour avoir une vue d'ensemble. Et donc, sur cette interface, vous pouvez voir l'utilisation, les adresses IP qu'ils utilisent, le temps de transfert de paquets de données. Et ça, on le voit dès le premier coup d'œil, dès qu'on se connecte à l'interface. Et ça, à partir de là, on peut approfondir, et ça permet du coup d'aller directement au point où il y a un problème à gérer. Ça donne une bonne idée de l'utilisation de la bande passante. Par exemple, à Bosco, nous avons un certain nombre de clients et on peut voir l'usage général de bande passante pour chaque client. Et ça nous permet de voir avec cet outil que la consommation de bande passante est cohérente par rapport à l'usage de chaque client. On a choisi d'utiliser Cacti à Bosco parce que c'est un outil open source, tout simplement, et aussi parce qu'il est très facile d'utilisation. De plus, chaque structure qui doit être suivie doit pouvoir suivre le protocole SNMP. Et s'il y a des outils qui n'utilisent pas ce protocole, eh bien, ils sont beaucoup plus difficiles à suivre, à contrôler. On utilise aussi Nagios. Là aussi, l'interface est très simple à utiliser. On voit beaucoup d'informations dès le premier contact, dès la première page. Les graphiques permettent de voir ce qui est dans le vert, ce qui n'est pas dans le vert. Donc, on voit ce qui fonctionne et on repère rapidement les soucis. Donc, si on voit du premier coup d'œil, si tout est dans le vert, c'est rassurant, on sait que tout fonctionne. Et c'est un outil très fonctionnel. Et on a aussi WhatsApp pour communiquer avec les utilisateurs du réseau avant de prendre des coups de fil. Ça peut être pratique. Nagios a donc vraiment une interface qui nous montre bien une vue d'ensemble de l'utilisation par les différents supports. Ça peut aussi permettre d'identifier les liens qui ne fonctionnent pas très bien, ou ça peut montrer s'il y a un lien qui est rompu, à quel moment il a cessé de fonctionner, depuis combien de temps il est interrompu. Donc, ça permet un diagnostic efficace. Et si on repère qu'il y a un problème sur un site reculé, en plein milieu de la nuit, dès le matin, on voit où est le problème. Mais avec Nagios, on peut en fait identifier précisément où est le problème et depuis combien de temps il y a un problème. Et ça permet du coup de mieux cibler la réaction. Et ça nous a permis d'identifier, par exemple, à un moment qu'une batterie a été volée et on savait exactement à quel moment elle avait été prise. Donc, ça a aidé à identifier ce qui s'était passé et à essayer de trouver la batterie volée. Nagios est également un outil gratuit, donc en open source, et il est facile à installer. Donc, voilà les outils gratuits qu'on utilise. Et puis, après, il y a des outils qui sont déjà inscrits dans les outils qu'on utilise, comme Ubiquiti. Ubiquiti a des outils installés en interne qu'on trouve très utiles. Il y a AirView
qui permet d'analyser la gamme. Parfois, on met en place un lien, tout fonctionne bien. Et puis après, on constate que la performance décline. Et c'est peut-être parce qu'il y a en fait un autre support à proximité qui crée des interférences. Donc, on a trouvé qu'Ubiquiti était un bon outil pour analyser ce qui se passe et nous permettre de changer, si nécessaire, la fréquence pour éviter ces interférences. En cas de recoupement des interférences. Et ça n'est pas non plus un frais supplémentaire, ça fait partie des outils qui sont intégrés dans les supports qu'on utilise. On a aussi un outil de test de la vitesse qui est déjà intégré. Donc, on peut mettre en place un lien radio. Mais si vous faites ça, il va falloir tester la bande passante nécessaire pour le lien. Et parfois, on ne peut pas, on n'arrive pas à faire passer toute la bande passante et à la livrer au client en quelque sorte. Donc, cet outil de contrôle de la vitesse de transfert est vraiment très utile. Et ça permet d'identifier ce qu'on peut en fait délivrer au client. Là aussi, c'est gratuit puisque c'est intégré dans les supports. Et enfin, le dernier outil qu'on utilise est aussi intégré dans la puce de chaque support que vous utilisez. Donc, c'est un autre outil gratuit. Et avec cet outil, vous pouvez l'utiliser comme Cacti ou l'installer comme Cacti et Nagios sur un ordinateur séparé et vous le déployez. Et ça permet de contrôler la bande passante et la disponibilité des éléments du réseau, des supports du réseau. Donc, du coup, on n'a pas eu besoin d'investir dans plus d'outils à Bosco. On a utilisé des ordinateurs qui étaient là. De plus, il y a d'autres outils open source qui peuvent être utilisés. Et vous pouvez en fait mettre en commun les infrastructures parce que ça ne prend pas beaucoup de place et donc c'est facile à déployer, à installer. Donc voilà un bref panorama de ce qu'on utilise ici à Bosco. À vous, James. Merci beaucoup, Benson. C'est très intéressant. Donc, on va donner la parole à tous les orateurs et on traitera les questions à la fin de la session. Donc, n'oubliez pas de mettre vos questions dans le chat. Je vous rappelle également que si vous ne parlez pas, si vous n'êtes pas en train de vous exprimer, merci de penser à couper votre micro parce que cela crée des interférences. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à notre prochain orateur. Il s'agit de Brian Longway. Il est le cofondateur et PDG de Converge Technology Networks, une entreprise installée au Malawi qui fournit des services Internet et qui est en train de mettre en place un réseau 4G LTE avec des points d'accès fixes sans contact au Malawi. Et donc, Brian travaille depuis 25 ans en Afrique et dans les années 90 et 2000, il a joué un rôle important dans le développement du secteur Internet en plein essor en Afrique. Il a été un des pionniers dans le développement de la connectivité au Kenya dans les années 90. Et il a contribué à l'établissement de points XP dans plus de 13 pays africains. Il a aussi un rôle important dans un certain nombre d'institutions africaines telles que Afrinic, Afrispa, AFNOG, etc. Donc, je voudrais maintenant inviter Brian à prendre la parole. Merci beaucoup, James, pour cette introduction. Je vais être concis, ou comme on dit au Kenya, bref et efficace.
de manière à pouvoir donner à tous les autres participants l'opportunité de s'exprimer pour faciliter des interactions. Donc ici, au Malawi, on a développé cette start-up CTN et nous utilisons depuis le début des technologies très abordables, mais parlons sans plus attendre des outils que nous utilisons pour opérer ces réseaux communautaires, parce que c'est un petit peu l'objectif de partager ce que nous faisons et ce que nous utilisons. Donc, permettez-moi de partager mon écran. Dites-moi quand vous pouvez le voir. Oui, nous pouvons voir votre écran. Parfait. Alors, ce que j'ai ici sur l'écran, c'est une page Internet qui vous montre Proxmox. J'ai décidé de commencer par vous montrer Proxmox parce que c'est un hyperviseur et je voulais vous le montrer parce que c'est une manière utile de gérer plusieurs serveurs. Tout d'abord, comme vous allez pouvoir voir avec Proxmox, on peut avoir plusieurs serveurs et les contrôler en même temps. Donc, on a un Unified Controller, comme vous le voyez, qui fournit une gestion unifiée. On a un nouveau UISP. Donc, c'est le nouveau terme pour les points ISP Ubiquity. Et il me suffit de cliquer dessus pour accéder à une synthèse et voir en un clin d'œil comment ce réseau fonctionne et son niveau de performance. Donc, je vois l'usage CPU, je vois l'utilisation sur le disque dur et on voit l'utilisation, la mobilisation de la mémoire, etc. Ça nous permet de gérer les machines virtuelles en un clin d'œil avant d'avoir à intervenir physiquement sur les outils. On peut ouvrir une console, se connecter, changer les supports physiques, mais je voulais vous montrer à quoi ressemble Proxmox. On utilise en fait des supports très abordables, des serveurs qui ne sont pas coûteux du tout. Ils n'ont coûté qu'environ $1000. Et ça peut malgré tout opérer ce système sans aucun souci. On a aussi Libre NMS, comme vous le voyez, mais qui n'est pas actif en ce moment. Et ça, je vous expliquerai plus tard et vous comprendrez. On a un autre hyperviseur. Donc, j'ai juste changé de page sur l'écran et depuis 2019, on utilise cela, mais on utilise un serveur très ancien en fait. En fait, c'est un petit peu un serveur qui a été recomposé avec différents disques durs, différents éléments de RAM. Et du coup, en coût de revenu, c'est très, très limité. Je crois que ça nous a coûté moins de $300 à mettre en place ce serveur. Et donc, vous voyez la totale de RAM disponible parce qu'on a rajouté des supports. Donc, vous voyez ici à l'écran les capacités combinées pour la capacité de storage, le RAM, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a un système de développement ISP pour nos clients. Et on leur présente l'outil IPAM
qui est très utile pour nos clients parce que on a tendance à recevoir un bloc d'adresses IP et ça n'est pas très lisible. Donc, pour analyser la performance des adresses IP, les transferts point à point, on a vraiment besoin d'un outil assez détaillé. Je vais maintenant passer à un autre outil commercial, Splinx. Ce qu'on trouve d'utile avec Splinx, c'est les bénéfices pour les clients. Donc, vous voyez, on voit combien de nos clients sont connectés. On a une idée de leur utilisation et de leurs besoins. On peut avoir la liste des clients, voilà, donc en un clin d'œil. On voit quels services ils utilisent, quel routeur ils utilisent, par quel POP ça passe. Comme tout est vert, ça veut dire qu'ils sont connectés et on commence à avoir des données. Et vous voyez la légende en contrebas. On a un autre code couleur pour quand le compte est actif mais non connecté, quand le compte est inactif. Et vous avez en rouge ceux qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas payé leur abonnement. Donc, si on prend un client au hasard, alors on peut avoir immédiatement plus de détails sur leur utilisation. Et du coup, mieux comprendre les besoins et l'utilisation de ce client. Et donc, comme vous le voyez, ça génère un graphique à l'écran qui nous donne une meilleure compréhension de l'utilisation à différents niveaux, donc par heure, par semaine, par mois. Donc, c'est un profil client en quelque sorte. Nous trouvons ça très utile. J'ai vu dans le chat que Michuki mentionnait qu'on peut utiliser ça pour avoir des OID spécifiques du port et voir l'activité de ce port. Et Splinx permet d'accéder à un routeur et de voir l'activité SNMP. Et donc, c'est un contrôle SNMP en quelque sorte. Donc, on peut se connecter, comme vous le voyez, à un routeur à distance et on peut collecter en temps réel toutes les données OID et avoir une liste. Donc, ici, on a sélectionné Ether1, un des ports sur ce routeur. Donc, je vais maintenant venir à un autre onglet parce que j'ai un autre élément que je voudrais vous montrer. Donc, nous voilà à nouveau dans Proxmox. Alors, UNMS est là. Voilà, USP. Donc, c'est un outil fourni par Ubiquiti. Et c'est en quelque sorte un serveur virtuel. Donc, c'est un VM. Voilà ce qu'on voit. Et donc, en fait, on peut voir le niveau de performance. On est à 90%, donc c'est plutôt bien. Le score réseau est de 100%, donc le réseau fonctionne. Et cet outil me dit que le niveau de fonctionnement est tout à fait satisfaisant. On voit les clients connectés. On peut voir les différents sites qui sont utilisés. Et nous avons différentes tours qui relaient le service dans la ville. Et si je clique, par exemple, sur cette tour, ça me permet de voir l'usage par secteur. Donc, voilà, vous voyez je peux voir quels clients sont connectés via ce point du réseau. Donc,
Il ne semble pas y en avoir pour l'instant. Ah, les voilà qui apparaissent à l'écran. Et on a en fait une liste de supports et on peut voir les adresses et les références spécifiques de chaque outil, de chaque support connecté. Et on peut gérer le paramétrage à distance. Et donc, on peut voir la performance de chaque secteur et ce qui se passe sur chaque secteur en temps réel. Voilà. Donc, 25 clients sont connectés actuellement. Et maintenant, je voudrais vous montrer deux autres outils. L'un s'appelle Netspan. C'est un outil commercial qui va nous permettre de contrôler nos 4 stations. Alors, si c'est dans le vert, tout va bien. Jaune, ça nous dit qu'il y a quelque chose à contrôler et ce orange indique un problème. Ça n'affecte pas le service, mais il faudra réagir et résoudre. Et je peux avoir plus de détails en cliquant sur cette ligne particulière. Donc, j'ai le détail et ça me dit quel est le problème. Et donc, il y a eu un problème de connexion au MMI et j'ai plus d'informations sur la station qui est affectée. Et ça me dit, par exemple, qu'à 8 heures ce matin, il y a eu un problème qui a affecté la connectivité. Donc, j'ai un diagnostic. Donc, si je clique sur accepter la notification, je peux du coup revenir dans le vert. J'ai noté le problème et je peux le mettre dans le registre et maintenant, ça a été vérifié. Donc, vous voyez que tout est dans le vert ou pratiquement. Et tout cela, ça peut être géré à distance. Et on peut pousser plus de données sur un point ou un autre en fonction des fréquences, des besoins et des paramètres et des données surtout qu'on collecte sur l'utilisation. Donc, on peut accéder à cela via SNMP et ça nous permet de contrôler l'activité par station. Donc, voilà le cœur du réseau. Et c'est ce qui porte l'utilisation des données. Donc, on voit qui transfère des données, combien transfère des données, le type de données qui sont transférées. Et on peut voir individu par individu quelle activité ils ont mis en place et quelle utilisation ils font. Et on peut voir ce qui a été configuré et on peut ajouter ou retirer quelqu'un. Donc, les données, les indicateurs bleus et verts vous montrent ce qui est connecté et ça nous permet de gérer le réseau à distance et, si nécessaire, d'en prendre le contrôle. Et on a un système d'alarme ici, donc une page pour indiquer les alertes pour les problèmes. Et on peut approfondir, avoir plus de données pour chaque alerte qui apparaît. Et dans le bureau, on a connecté les ressources nécessaires pour tester et configurer. Et maintenant, on espère déployer cela sur un autre site. Donc, dès que ça sera déployé, on aura ce système d'alerte. Et c'est utile parce que ça permet de repérer les failles. Quand on gère un réseau, il est important de pouvoir repérer les failles pour agir et réparer. Le dernier outil que je voudrais vous montrer est un outil qu'on met à la disposition de nos clients qui s'appelle Untango. Donc, c'est un
partenariat qu'on a avec Contango et c'est installé sur beaucoup de supports de nos clients. C'est un firewall qui permet de contrôler et de résoudre à distance. Donc, c'est installé dans le réseau de nos clients et ça leur permet à eux de suivre l'utilisation de leur réseau. Et en fait, ça nous permet d'avoir un accès à distance, notamment pour une université religieuse. Et évidemment, une université, un établissement religieux ne veut pas avoir d'utilisation de pornographie par leur personnel. Donc, il y a une application qui permet de contrôler quels sites sont utilisés par leur équipe. Et donc, ça permet en fait d'imposer le respect des codes de cette institution quant aux sites utilisables et aux sites à ne pas utiliser. Là aussi, ça permet d'avoir une analyse plus poussée, mais je vais m'en tenir là. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager cela. Merci, Brian. Ça a été très intéressant, cette utilisation d'outils multiples, certains disponibles gratuitement, d'autres d'origine commerciale. Je vous invite également à vous joindre aux conversations qui sont dans le chat et qui sont nombreuses si vous souhaitez discuter des aspects particuliers. L'orateur suivant sera Stephen Fossou, qui est un ingénieur en télécommunications avec beaucoup d'expérience dans les secteurs publics et privés du Ghana. Actuellement, il est responsable de l'informatique dans l'hôpital presbytérien de Donkorkrom et il dirige le développement de solutions techniques et innovantes qui visent à transformer les opérations du centre. En outre, Stephen est le cofondateur de Step Network, une entreprise technologique spécialisée dans la formation de réseaux communautaires et la promotion de l'accessibilité numérique et de l'alphabétisation dans les zones rurales. Son expérience comme ingénieur de la certification professionnelle CCNA et ses compétences en matière de serveurs Linux, Windows et cybersécurité ont permis le développement de réseaux très abordables et sécurisés pour de nombreuses installations rurales, comme le réseau communautaire de Samreboy. Stephen, veuillez partager vos expériences avec nous, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous n'entendons pas l'intervenant. Je vais utiliser des diapositives. Je vais montrer mes diapositives. Comme on l'a déjà dit, il y a un certain nombre d'outils disponibles pour le suivi. Et ces différents outils présentent des avantages et des inconvénients. Il ne peut pas y avoir de productivité réelle d'un réseau si la connectivité n'est pas régulièrement contrôlée. Plus tôt cette année, en 2020, nous avons installé des systèmes qui permettent de contrôler la connectivité
Je tente de partager mon écran, dit l'intervenant. Il est important d'avoir un outil de suivi pour avoir des données sur le fonctionnement du réseau. Nous utilisons parfois PSS, mais également Nagios. PSS est le système qui est montré ici. C'est un outil gratuit. Une partie du réseau communautaire est un réseau ouvert, libre. Il faut donc pouvoir montrer les données correspondant aux différents services. Nous l'utilisons également pour contrôler les services DNS. Ainsi que les points d'accès. Redirected to a page, either for both authentication and payment or just for authentication. PSS help us also to monitor. PSS permet également de contrôler, de savoir qui sont les usagers actifs. Cet outil nous apporte également des graphiques très beaux et très détaillés. Nous savons quelles sont les vitesses de trafic à chaque étape. Il s'agit d'un outil gratuit, ce qui est un avantage naturellement, et il n'est pas nécessaire donc d'avoir un abonnement à ce système, à cet outil. Il s'agit d'un outil open source et donc il est facile de l'intégrer à nos systèmes. Nous pouvons également intégrer des radios libres, des fréquences radio libres. Et par conséquent, il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de fonds tout en ayant donc la disponibilité d'un système qui propose de nombreux services de suivi et de contrôle. Bien entendu, il y a également des inconvénients. Il n'y a pas de mandat technique.
Il n'y a pas de protocole technique, donc il faut savoir ce que l'on fait lorsqu'on se sert de cet outil. Je passe maintenant à l'outil Nagios, qui a également été mentionné par Kevin. C'est également open source et gratuit. Il nous permet de contrôler l'état, la santé de notre réseau et il nous informe des problèmes sur le réseau. Il nous procure également des représentations visuelles de nos différents services. S'il y a une interruption d'Internet, par exemple, eh bien, il y a un système de couleurs, de coloration qui nous permet d'identifier les différents problèmes. Comme cela a été dit, Nagios est un système très léger, facile d'utilisation et d'intégration. Et il peut donc être opéré sur n'importe quel matériel, machine. Il n'y a pas non plus de limite au nombre de dispositifs qui peuvent être, sur lesquels il peut être utilisé. Vous voyez ici que l'outil nous montre les différents types de connexions dans le réseau. Cela dit, pour un nouvel utilisateur, il n'est pas si aisé de se servir de cet outil. Il faut s'habituer à son fonctionnement. En ce qui me concerne, il m'a fallu environ 1 heure et demie pour m'habituer au système. Nagios a également une version Enterprise qui est une version commerciale qui a beaucoup plus de fonctions, bien entendu, qui apporte davantage de détails pour le suivi du réseau. One thing about the Nagios to have is a disadvantage to Linux. Il y a which we like it, we see it, we become happy. But to the Windows people, they will tell you, hey, Steve, it's a disadvantage, put it there. Because Nagios is designed to run on Linux operating system. So if anybody... Nagios est conçu pour fonctionner sur Linux ou Windows. Je n'ai pas entendu l'orateur précisément.
Nous utilisons également Cacti, mais nous avons rencontré des difficultés avec Cacti l'an dernier et mais donc désormais, nous ne l'utilisons que pour certains services, notamment pour le suivi de la bande passante, le contrôle de la bande passante. C'est un système open source également. Qui nous procure des données de trafic. Un des avantages, c'est qu'il y a peu de limitations dans ce système. Il fonctionne avec un système SNMP. Zabbix is ready to monitor it and to add it to the template that you assign to it to monitor. So it has that great feature too. That's the reason why we use it. Telles sont donc les fonctions pour lesquelles nous utilisons cet outil-là. Tout dépend de la base de données. Plus on ajoute de dispositifs, bien entendu, plus la base de données est importante. Nagios demande également des capacités techniques Voici donc les outils utilisés par le réseau notre réseau communautaire. Il nous a fallu donc effectuer des recherches. Nous avons développé une appli, créé une appli utilisée par les utilisateurs. Voici ce qu'elle présente. Donc, ayant fait le login, the first portal that you see is this donation app that will tell you to donate or you should log in. Voici la page qui s'ouvre au moment du login et qui invite à donner pour faire des dons pour soutenir le projet, mais qui permet d'entrer dans le système, d'aller en ligne. Donc, les dons qui peuvent être effectués, c'est pour 2 jours et usage illimité.
Et la bande passante correspondante est donc mise à disposition. Si en cliquant là, vous devez entrer à ce moment-là un numéro de contact qui permet d'être redirigé et avec ce numéro, vous avez accès au test et le paiement est autorisé. Et ensuite, en cliquant sur Copie code, vous pouvez cliquer et visiter le portail. Voilà, donc la page d'entrée qui permet de faire le login pour aller en ligne. Ensuite, au tableau de bord, il y a l'administration. Vous pouvez entrer vos coordonnées et avoir accès à ce tableau de bord. Et comme vous le voyez, nous pouvons avoir la trace du nombre de personnes qui ont fait des dons, donc du nombre total de cartes attribuées, des cartes vendues et des cartes restantes avec le code. Et donc, j'obtiens un tableau qui me donne le code, le numéro, l'état et la date d'achat. Et grâce à ce système, vous pouvez savoir si les paiements ont été acceptés ou non, si le paiement n'a pas été effectué correctement. Vous pourrez retracer les difficultés éventuelles qui se sont présentées sur la chaîne. Cette application est donnée gratuitement à tous les utilisateurs du réseau communautaire. Je vais terminer ma présentation ici. Merci de votre attention. Merci, Steven. Je crois que les présentations nous ont démontré comment ces outils de suivi sont utilisés. Ça a été fort intéressant. Donc, nous pouvons dès lors avoir une conversation. Il ne nous reste qu'environ 5 minutes à consacrer aux questions. Il y a de nombreuses questions dans la chatroom. Donc, je vais poser les questions qui n'ont pas eu encore de réponse. Et je peux vous donner la parole si vous levez la main pour poser votre question. Brian a pu procurer une liste de tous les outils de suivi et d'administration dans la chatbox. Pour le suivi de réseau et le suivi d'administration et de facturation. Il y a une question d'Alphonse pour Benson. À quel moment est-ce que vous avez commencé à utiliser des outils commerciaux et comment est-ce qu'ils s'intègrent avec les outils open source? Merci, James. Non, je ne crois pas que j'ai mentionné l'outil qui figure dans cette question. Je ne crois pas que cette question soit pour moi. Alors, je passe à la question suivante, dit le modérateur.
Et il y a une autre question pour Brian de Conrad. Je ne sais pas si Conrad est présent et s'il peut poser sa question lui-même de vive voix, peut-être. Ou Brian, si vous comprenez la question de Conrad, vous pouvez peut-être y répondre. Il y a un certain nombre de consultants Conrad a évoqué un certain nombre de ressources qui pourraient être utiles et il a donné son adresse en disant simplement envoyez-moi un email si vous souhaitez en savoir davantage là-dessus. Vous pouvez donc communiquer avec Conrad directement et avoir des informations sur ces ressources supplémentaires. Et ça peut être également partagé sur la page de l'événement par la suite. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Sinon, je crois que la plupart des questions figurant dans le chat ont déjà trouvé une réponse dans les diverses interventions. James? Je crois que qu'il parlait des outils Ubiquiti. C'est tout à fait intégré dans la radio pour ces outils-là. Ça fait partie du matériel, du programme de la radio. Donc, voilà la réponse rapide. Steven, pour les… oui, il s'agit de systèmes offline. L'évaluation se fait localement, on n'a pas besoin d'Internet pour l'évaluation. Et à ce moment-là, à la fois en ligne et offline. Il y a un commentaire de la part de Conrad. Qui commente sur l'idée d'une consolidation de toutes ces informations dans un inventaire qui pourrait être réuni, créé. S'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole directement pour poser une question ou faire un commentaire, eh bien, vous pouvez le faire à ce stade. Oui? Merci, James. Je suis très impressionnée par les outils qui ont été présentés ici. Le seul problème qui me préoccupe, c'est qu'on a dit qu'il fallait avoir des capacités techniques pour s'en servir. Parce que dans les réseaux, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes disponibles avec ces compétences. Donc, je me demande si on pourrait créer un kit d'usage, d'utilisation de ces outils qui pourraient être mis à disposition des communautés et qui pourraient les soutenir dans leur utilisation de ces outils. Oui, c'est un très bon commentaire. Au niveau du comité, nous examinons cette question-là et ces questions en général. Et en effet, je crois que dans le cadre de ce travail-là, nous allons essayer de développer
un kit et bien sûr, c'est une ressource qui pourrait être disponible sur le site d'ISOC, mais qui pourrait aussi potentiellement être distribuée au réseau. Je voudrais remercier tous de votre attention et je voudrais remercier ISOC, l'APC et le comité de programmation du sommet qui sont donc les organisateurs conjoints de cette session. Je remercie l'équipe technique et d'interprétation qui appuie la tenue de ces sessions et je remercie le public de cette session et je serai impatient de vous retrouver à l'occasion d'un événement futur. Merci. James. Yeah, this is James.